On dit que je serais donc une pute à bougnoule. Ce que vous avez peut-être pas compris, c'est qu'en fait, nous, le temps n'est pas notre allié. Moi, je suis pas en train de vous parler de septembre 2025, je suis en train de vous parler de septembre 2023. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de me parler d'un accord possible avec des Allemands, mais nucléaire de demain, etc. Mais nous, en fait, on sera morts à ce moment-là. Donc, en fait, la vraie question qui est derrière, est-ce que la France est souveraine, oui ou non? Est-ce que la France est capable de dire, comme l'Espagne ou comme le Portugal, on sort du marché européen de l'énergie? Quand vous voyez que même la ministre, le cabinet de la ministre, Madame Grégoire, qui est pourtant mobilisée sur mon dossier, me dit on peut rien faire, Monsieur Le Guaster, c'est l'Europe. Eh bien, moi, je vous dis, il va falloir qu'on reprenne très sincèrement. La souveraineté de la France est en jeu. Il y aura bientôt plus de PME, il y aura bientôt plus de boulangers. Je ne sais pas si vous réalisez quand même que nous, petits indépendants, petits chefs d'entreprise, on a monté un collectif, entre autres, qui s'appelle les pendus. Vous voyez ce que ça veut dire derrière le mot les pendus? Vous voyez ce que ça veut dire en termes vous voyez, je vous invite tous à regarder les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté de la France en matière énergétique. Tout est dit. Et regardez les interventions absolument catastrophiques de gens comme Nicolas Hulot, des gens comme Ségolène Royal, etc., etc. C'est absolument scandaleux. J'ai envie de baiser, j'ai envie de baiser, de te baiser. Ah, j'ai envie de baiser, de te baiser, de te baiser. Ah, j'ai envie de baiser, de te baiser, de te baiser. Ah. La France est le plus beau royaume après celui du ciel. Enfin, la France me manque douloureusement comme une part de moi-même. Et vous savez ce qui me manque le plus? Les odeurs. On dit plus maintenant les odeurs. Parfum, les fragrances. Ça, c'est des mots qui baissent pas, fragrance. Non, ce qui me manque, c'est l'odeur du foin à Châteauroux quand j'étais gamin. Le crottin de cheval bien chaud, déposé sur un petit chemin de Normande, les cigales. Quand on a son statut, quand on a sa force, quand on a sa puissance, quand on a son aura, on peut rien refuser à Gérard Depardieu. Je découvre 2 as en small blind. C'est juste parfait. La dynamique est excellente. J'ai commencé à envoyer des parpaings, j'ai une image qui est bien agressive, c'est vraiment le rêve. Et là, le boss relance 200 $ au cut-off. Va falloir bien jouer. J'ai 8000 $ devant moi et il me couvre. On peut vite se retrouver à jouer un pot énorme et à lui prendre une tonne. Je sais que sa range d'open 200, elle est assez faible, mais pour autant il est très calling station préflop, donc je peux faire un sizing relativement cher. Je relance à 900 $ en espérant qu'il me call, et là, il envoie all-in pour 8000 $. C'est juste dingue, le rêve. Je call instantanément, on part à tapis, je retourne ma paire d'as, et il retourne roi 7 suité. What? Le mec est juste complètement dingue, ça régale. C'est le moment d'ouvrir le board, c'est un pot à 16 000 $. C'est un pot énorme, probablement le plus gros pot qui a été joué sur la chaîne. Il faut vraiment que ça tienne. Tombe un flop, roi 3-9 rainbow. Ça me dérange un peu qu'il touche au roi parce que maintenant sur une doublette du roi ou un 7, il me bat. Turn, tombe le valet qui lui ouvre un tirage couleur. C'est vraiment pas la meilleure non plus. Ça lui ouvre maintenant encore plus d'équité. C'est le moment de la river. Et river tombe un 9 de carreau qui lui rentre la flush. Fin du dream, fin de la session. Au final, 2 heures de jeu et moins 5000 $. Les gens, ils fuient leur pays, tu fermes les frontières, tu leur dis allez crever, tu peux pas, non. C'est un quart d'immigration de travail. Pour tout le reste, regroupement familial et visa étudiant. Donc on n'a pas du tout une immigration de travail, on n'a pas du tout une immigration économique, juste un quart de tous ceux qui arrivent dans notre pays. Ensuite, les immigrés... Dont on a besoin. Dont on a besoin. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Même les immigrés ont un taux d'inactivité supérieur au... Mais c'est des chiffres, Zora, ça sert à rien de faire... les immigrés ont un taux d'inactivité supérieur ou un aux taux Français. d'emploi? Les deux Pourquoi, sont inférieurs. effectivement, les immigrés se retrouvent dans une situation désavantagée? Pourquoi? Parce que, effectivement, par rapport au risque de chômage, les immigrés sont beaucoup plus exposés parce qu'ils sont dans des secteurs qui sont beaucoup plus exposés aux variations de la conjoncture
que les autres. 2, il y a 5,1 millions d'emplois qui sont fermés aux étrangers non communautaires. C'est ce qu'on appelle les emplois fermés. Et ils sont et jusqu'à une période récente, un étranger non communautaire ne pouvait pas avoir à sa direction une entreprise de pompes funèbres. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi quelqu'un qui était non communautaire ne pouvait pas s'occuper de pompes funèbres. Mais ça, c'est ici des documents administratifs où il faut être français. C'est comme toute la fonction publique. Toute la fonction publique elle est limitée aux Français. Mais ça concerne aussi le secteur privé, hein, et pas que le secteur public. Et en même temps, dans le secteur public, je rappelle que les non communautaires peuvent devenir profs du secondaire. Tu nous trouves des justifications pour les immigrés. Moi, je me positionne du côté des Français en disant est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin d'immigration. Ces personnes. Non, mais on en a du plus côté besoin. des Français. On en a eu besoin. Pas du côté des Français, du côté de certains Français, parce que moi, je suis française. Mais j'ai jamais dit que non, mais tu dis française. je me positionne du côté des Français. Mais de l'intérêt national. Non, de l'intérêt national. de l'intérêt d'une minorité de Français. L'intérêt de notre nation, c'est de mettre un terme à l'immigration. Pas la nation ni les Français. Mais l'intérêt de notre nation, c'est de mettre un terme à l'immigration. Ça, c'est ton point de vue. Là, je vais te dire une chose. Tu reprochais à Sora de partir d'un exemple pour dégager une généralité. Tu parles de ton point de vue pour en faire une vérité. Non, mais mon point de vue, il est objectif. Je ne suis pas sûr Donnez-moi que ton point de vue... Quel est l'intérêt économique de l'immigration? Donc, il n'y en a pas. Bon, et quel est l'intérêt culturel de l'immigration? Il n'y en a pas. Quel est l'intérêt en termes de sécurité? Il n'y en a pas. Et donc vraiment, je ne vois pas ce que l'immigration a de positif. À aucun moment, les Français. études économiques ne montrent, et je pourrais en t'en citer plein, montrent un impact négatif de l'immigration sur l'activité économique. Non plus. Et montrent au contraire que globalement, l'immigration a eu des effets favorables et non pas défavorables. Surtout qu'il y a des tas de secteurs, effectivement, où aujourd'hui même, on crée de nouvelles cartes de séjour pour des métiers en tension, hein, je le rappelle, hein, puisque l'État fait ça, parce qu'il a besoin. Il y a même des cartes de séjour pour des métiers avec des métiers spécifiques, où on fait venir. Et je rappelle que 30% aussi de cette immigration dont tu parles sont des Européens aussi. C'est-à-dire, et que, en fait, ce que je ne reproche à l'Europe, c'est d'avoir créé... Ils parlent que de l'immigration africaine et maghrébine. Ce que je reproche à l'Europe, c'est d'avoir créé et on a le droit de choisir qui on laisse un double statut entre étrangers communautaires et étrangers non communautaires. Mais on a le droit. C'est un vrai problème en tant que tel. Parce qu'on est plus proche de certains étrangers par la culture. Par exemple, toute la francophonie nous rapproche plus de toute une partie des immigrés qui peuvent venir de pays qui étaient autrefois dans effectivement la sphère d'influence de la France. C'est bien pour ça qu'on a des accords bilatéraux avec un certain nombre de ces pays. Mais visiblement, ça se passe mal en ce moment. Hyper favorables. L'immigration d'Algérie, l'immigration du Maroc, l'immigration de Tunisie, c'est des accords bilatéraux hyper favorables. Donc, pas dire qu'on ne facilite pas l'arrivée de ces immigrés. Mais en même temps, tu le sais aussi bien que moi, que quand un étudiant veut transformer sa carte d'étudiant en carte de séjour de travail, on peut lui opposer la situation à l'emploi. Mais évidemment, et c'est normal, on forme pour qu'il retourne dans son pays et qu'il développe son pays. Mais on va prendre les meilleurs. Ce que veut dire Antoine dans son raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, le système, il est grippé. Toi-même, Zora, tu l'as dit, tu l'as régulièrement dit ici. Et que quand le système est grippé, ça sert à rien de continuer d'avancer. Alors, la question est de savoir si, dans un système grippé, on peut arrêter cette immigration le temps de faire... Avec ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, est-ce qu'on peut faire une pause? Non, ça paraît compliqué de faire une pause. On ne peut pas fermer de manière hermétique la France en disant pendant 5 ans, 10 ans, pas d'immigration, il faut qu'on intègre complètement ceux qui sont ici ou pas. Parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu politique, l'enjeu pour les Français, l'enjeu pour les habitants aujourd'hui d'une partie de la France, des quartiers qui se disent bon ben non, voilà, on est dans une phase critique. Non mais qu'est-ce que dit le président? Culturellement même aujourd'hui, on voit bien la religion, la prégnance de la religion dans une nouvelle génération aujourd'hui font que la tension elle est réelle dans le pays. Et ça c'est lié à l'immigration. On reprend ce que dit le président. Il dit nous continuerons d'être un pays d'immigration, affirme le président de la République. Oui. Moi je suis d'accord avec lui. Il n'a pas dit nous continuerons à être un pays d'immigration dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Il peut très bien dire justement, voilà, il n'a pas précisé, donc ça c'est très important, de réaffirmer que nous continuerons d'être un pays d'immigration. D'abord, c'est tout à notre honneur en tant que nation et pays français. Mais si, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les gens, ils fuient leur pays, tu fermes les frontières, tu leur dis, allez crever. Tu peux pas. Non. J'ai pas de souci. Je suis désolé, je suis humain, mais on a déjà tellement de problèmes ici. Moi je le ferai pas. Tous les autres pays du monde fonctionnent comme ça. Parce que quand les gens fuient la guerre, ça veut dire
que tu dis à Frédéric qui fuit le Liban, tu lui dis, bah écoute, c'est simple, c'était la guerre chez toi, non mais tu vois pas ce que je veux dire. Zora, tu parles de guerre. Zora, tu parles de guerre, c'est le droit d'asile. Le droit d'asile, pas de difficulté. C'est pas de l'immigration. Droit d'asile, c'est on t'héberge le temps que ton pays se remette sur place et tu repars. Voilà, j'ai pas de souci à protéger les populations. C'est fini. Droit d'asile. Il est l'auteur de 160 ouvrages environ. Il réédite ses essais politiques. Tout d'abord, Le Grand Remplacement. Et puis, nous allons évoquer aussi un nouvel ouvrage, Le Petit Remplacement. Inutile de vous dire que je reçois Renaud Camus. Bonjour Renaud Camus. Bonjour. Je vous ai quitté paria du monde culturel, diabolisé, satanisé, débranché, le théoricien haineux du complot. Je vous retrouve presque encensé. Écoutez, à l'image des propos d'Olivier Molin, dans un numéro hors série de Valeurs Actuelles, je cite « Il est connu du grand public pour sa dénonciation du grand remplacement, mais on ignore souvent qu'il est un de nos plus grands auteurs vivants. » Les temps changent, dites-moi. Oui, heureusement, c'est une évolution très satisfaisante, je m'en réjouis. Mais ça change quand même un peu des convocations devant les tribunaux, devant les juges. Rassurez-vous, il y en a encore une la semaine prochaine. Pour quelle raison ? Cette fois-ci, c'est l'affaire dite des 14 tweets, qui est la transcription en tweets d'un discours prononcé sur la tombe du général de Gaulle à Colombey et les églises. Nous sommes déjà en appel. Mais pour une fois, ce n'est pas la 17e chambre, c'est à la cour d'appel d'Agen. 10 ans de harcèlement des juges, des journalistes, de Wikipédia ? Ah oui, de Wikipédia en particulier. Oui, Wikipédia est l'hypercentre du harcèlement, oui. Où se mêle, où se livre une guerre sans merci, d'ailleurs. Parce que, je ne sais pas très bien comment tout ça fonctionne, mais apparemment, chaque article fait l'objet d'une guerre où mes défenseurs essayent d'intervenir, mais ils sont très minoritaires. Enfin, c'est bloqué à chaque fois. Et comme tous les journalistes, sauf vous évidemment, mais parce que moi, beaucoup je sais de journalistes, les méfaits du Wikipédia, Wikipédia qu'on moque un peu pour ses erreurs, pas pour la période classique. Moi, j'utilise beaucoup Wikipédia, mais pour la période contemporaine, Wikipédia est vraiment une forteresse de ce que j'appelle le remplacisme global, et de façon très, alors pour le coup, très haineuse. Là, c'est vraiment haineux. Remplacisme global. Vous avez forgé ce concept et bien évidemment la notion qui va avec, je l'indiquais, de grand remplacement. On dit que c'était un fantasme, on a dit que c'était une déformation de la réalité. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, récemment, 61% des Français vous donnent raison. 92% des électeurs RN, 72 LR, 52% des électeurs de La République En Marche, 44% des électeurs du Parti Socialiste et de LFI disent oui, il y a un grand remplacement. Sondage Institut Harris Interactive pour Challenge. Qu'est-ce que cela fait pour vous ? Dire, voilà, ça y est, la majorité des Français est d'accord avec moi. Écoutez, ça m'inspire des sentiments doubles et contradictoires. Évidemment, superficiellement, c'est très satisfaisant qu'on vous dise oui, après tout, vous aviez raison. On a peut-être exagéré en déversant sur vous des tombereaux d'insultes et d'accusations de fausseté ou de fantasmes. D'un autre côté, c'est en même temps assez triste parce que ça intervient quand même bien tard, à un moment où on se demande si la situation est redressable. Et d'autre part, s'il y a un début de prise de conscience de masse, c'est évidemment parce que le phénomène ne fait que s'aggraver avec une rapidité absolument phénoménale. Donc la raison de cette reconnaissance des faits et leur aggravation. Donc de ce côté-là, on peut difficilement se réjouir. Vous dites, et vous rajoutez un peu de provocation à tout cela, vous dites c'est le crime de l'humanité du XXIe siècle. Ah, je n'y mets alors vraiment, je crois, la provocation n'est pas du tout un sentiment qui m'est cher et que je ne crois pas que ce soit dans ma nature. Je crois en effet qu'il est absolument monstrueux de changer les peuples. C'est une des choses les plus horribles qui puisse survenir. Et c'est, oui, non, j'assume, c'est le crime contre l'humanité du XXIe siècle. D'autant plus que ça se produit sur une échelle considérable. C'est pas seulement en France. Changer les peuples, c'est quand même ce que les peuples en question ont
craint le plus pendant des siècles et des siècles de leur histoire. L'idée que sur le territoire traditionnel d'un peuple, il y en aurait un autre à la place, rien ne paraissait plus effrayant, plus déplaisant, plus horrible comme perspective que celle-là. C'est pour ça que des fleuves de sang ont été versés pour l'éviter. On s'est battu 100 fois pour éviter précisément cela. Or maintenant, il semble que malgré tout, malgré la prise de conscience à laquelle vous faisiez allusion récemment, il y a quand même une stupéfiante passivité face à ce phénomène. Vous dites passivité, mais regardez, le grand remplacement, vous l'avez dit 100 fois, on ne va pas revenir là-dessus, vous dites ce n'est pas une théorie, c'est le nom que je donne à une époque. Oui. Donc c'est la réponse que vous faites à toute la mouvance complotiste de gauche et d'extrême gauche. Mais là, aujourd'hui, passivité, on voit bien que les politiques vous rejoignent et que s'ils vous rejoignent, c'est parce qu'ils sentent bien que leurs électeurs ont pris conscience de cette réalité. Donc ils ne sont pas passifs. Quand Zemmour dit le grand remplacement n'est pas un mythe, ni un complot, mais un processus implacable, quand Jordan Bardella dit c'est un slogan très intellectuel, mais il pointe une réalité qui est juste, en fait, ils se font le porteur du point de vue de leurs électeurs, qui sont aujourd'hui quasiment majoritaires en France. Bon, d'abord, je ne rangerai pas Zemmour parmi les politiques. Quant aux politiques, ils disent de temps en temps, au moment des élections, qu'en effet, il y a ça. Enfin, leur action, je ne sais pas, la quintessence de ça, c'est par exemple Nicolas Sarkozy qui a dit à quelques moments non, il faut arrêter l'immigration. Enfin, il a dit aussi exactement le contraire. Il disait, mais ils n'ont absolument rien fait. Il y a même des cas invraisemblablement comiques, comme ce monsieur Barnier qui a consacré sa vie entière à accélérer l'immigration au niveau européen, comme on dit, et qui tout d'un coup semble découvrir tomber de cheval sur je ne sais quel chemin de Damas et se dire que non, peut-être il s'agirait de poser la question de l'immigration. Enfin, d'ailleurs, moi, je pense... Faire un moratoire. Il fait un moratoire sur ses propres décisions. Un moratoire, c'est comme si on faisait un moratoire sur je ne sais quelle abomination. Enfin, c'est pas une question de moratoire, c'est non seulement d'arrêter, mais à mon avis de renverser et de retourner. Allez, on en vient à cet ouvrage qui a un lien évident avec tout ce que nous venons de dire, qui est intitulé « Le petit remplacement ». Comme pour les déracinés de Barrès, d'ailleurs, ce n'est pas un roman à thèse, encore une fois, ce n'est pas une thèse, mais une description. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Oui, c'est une collection d'essais. Ce sont en fait 6 livres qui ont paru chacun indépendamment les uns des autres. C'est en effet très lié au grand remplacement parce que je suis absolument persuadé que le grand remplacement n'aurait jamais été possible sans le petit, oui. Nous parlions tout à l'heure de la passivité avec laquelle est accepté le changement de peuple et de civilisation. Cette passivité est due en effet à ce que j'appelle le petit remplacement. Ce petit remplacement, vous dites, le grand remplacement c'est le changement de peuple, le petit remplacement c'est le changement de classe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nos téléspectateurs ? Oui, alors, en effet, la formule a besoin d'être peut-être un peu explicitée. C'est le changement de classe de référence pour la culture. Au fond, la culture est un concept bourgeois, il faut le dire. Avant la Révolution française, on ne parlait pas de culture. Les gens avaient de la lecture, avaient des humanités. La culture est très contemporaine de la bourgeoisie. On pourrait même donner caricaturellement des dates, mettons 1789, 1968. Et quand on parlait de culture, ce qu'on appelait la culture était en effet ce que soutenait la bourgeoisie, ce qui était l'héritage de la bourgeoisie. La bourgeoisie n'avait pas d'héritage de sang, de race, pas d'ancienneté comme classe, et donc, par substitut, elle avait inventé ce concept de culture qui était en fait sa noblesse. C'est une classe plutôt plus cultivée que l'aristocratie ou la noblesse avant elle. Et dans la mesure où la bourgeoisie comme classe a à peu près disparu, la culture a disparu avec elle. La grande question est de savoir si la culture était uniquement un privilège de classe ou bien si c'était vraiment un bien très précieux de l'humanité tout entière. Le petit remplacement, vous dites c'est un changement de culture, un changement d'histoire, un changement de sens. Il se fait donc, j'ai bien compris, le préalable du grand remplacement. Le petit remplacement est donc fait ou il est en cours.
d'être fait. Est-ce qu'il reste encore une culture française? Parce que dans ce cas-là, vous serez d'accord avec Emmanuel Macron, il n'y a pas de culture française. Il n'y en a plus. Je vous mets d'accord avec Emmanuel Macron, c'est une surprise. Je ne serais pas d'accord avec Emmanuel Macron, mais il n'y a plus de culture française comme classe, en tout cas. Il n'y a plus de classe cultivée. Il y a bien entendu des individus cultivés, Dieu merci, mais il n'y a plus de classe pour la culture. Et la culture française a à peu près disparu. Le petit remplacement, à mon avis, est à peu près achevé. Beaucoup plus avancé que le grand. Le grand, elle n'est pas tout à fait terminée. Le petit, il y a des gens qui n'enseignent pas l'oubli. Il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui écrivent, vous en êtes. Il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui sculptent, il y a des gens qui... Ils n'ont aucune présence médiatique, ils ne sont plus dans le... Il n'y a plus d'espace public pour la culture, je veux dire pour ce qu'on appelait, alors ce que dans le langage du petit remplacement, dans la langue nouvelle, on appelait la grande culture, c'est-à-dire l'héritage, les classiques, ce qui a été transmis par les siècles. C'est très très peu présent, enfin c'est 1%, 3% du monde médiatique. Dans tous les journaux, l'espace se réduit considérablement. À la télévision, il a disparu. La disparition la plus sensible, et je crois que c'est le pivot, le point où ça s'est renversé, est la musique. Le renversement de sens du mot musique. Le mot musique, un des essais de ce livre s'appelle d'ailleurs le mot musique. Le mot musique a totalement changé de sens entre le XXe et le XXIe siècle. Musique désignait tout à fait autre chose que ce que les gens appellent musique aujourd'hui, dont je ne dis pas que ce n'est pas de la musique, mais ce n'est pas ce qu'on voulait dire dans la langue de la culture quand on parlait de musique au XXe siècle. Et ça n'a plus aucune présence publique. Quelle est la différence de musique entre le 19e, 20e et le 21e siècle? La musique est ce qu'on appelle maintenant exclusivement la grande musique, et qui a à peu près disparu, y compris de la culture des intellectuels. C'est très sensible quand on voit à la télévision ou à la radio, quand on entend à la radio de grands intellectuels et on leur dit de donner un exemple de musique, et tout ce qu'ils donnent comme exemple de musique, mais vraiment à 95%, je me demande même si on ne peut pas dire à 100%, il y a plus, ce qu'on appelait jadis la musique a disparu. Jamais ils ne donnent un exemple, ils ne donnent du Fauré, du Brahms, du Schumann. Vous êtes d'accord avec moi qu'à chaque fois qu'il y a un concert de grande musique, comme on disait dans le temps, c'est plein, c'est tout le temps plein. Donc il y a bien encore un public. Je ne sais pas. Non, la musique se porte très mal. Il y en a de moins en moins de concerts. Le public est très âgé. Non, la musique est très malade. Et même les artistes classiques ont maintenant une nouvelle culture. On a l'impression, souvent par exemple, alors les interprètes, quand on les interroge, on a l'impression que oui, ils font de la musique classique, mais enfin, leur plaisir, chaque fois qu'on creuse un peu, on dit oui, quand on est entre amis, on fait du jazz, ou on fait de la musique pop, ou voire du rap, ou des choses comme ça. Leur vraie culture, c'est ça. Non, la musique se porte vraiment très très mal, et c'est une des choses qui est le plus près de la disparition complète. Bon, alors il y a quelques manifestations où il y a un monde fou, mais toujours avec d'énormes concessions. Alors quand il y a des grands concerts, grand public, il faut toujours mettre dedans des choses qui ne relèvent pas tellement de la musique classique pour avoir un public large. Est-ce que tout ça procède à une industrie qui, elle, se porte bien, que vous appelez l'industrie de l'hébétude? Est-ce que ça correspond à cette définition de l'industrie de l'hébétude? Oui, évidemment, bien sûr. Je pense que le changement de son d'un continent, enfin la musique classique n'a jamais été extrêmement répandue dans les foules, mais elle était la musique de référence. Quand on parlait de la musique, c'était ce que ça voulait dire. C'était la culture européenne, et c'était en plus ce qui était essentiellement européen, parce qu'elle est assez peu nationale. Pour quelqu'un français cultivé, je ne sais pas, Brahms est aussi important que Berlioz ou Fauré. Il y a vraiment peu de frontières. C'était vraiment l'âme de l'Europe. Or, comme par hasard, la musique de substitution, la musique populaire, est essentiellement américaine
Et à travers l'Amérique, elle est africaine, elle est afro-américaine. Donc il y a vraiment une déseuropéanisation de la musique. Ce qui était l'âme de la musique, c'était vraiment la grande tradition musicale qui va, je ne sais pas, de Hildegard von Bingen, Gérard Pesson ou des gens comme ça. Parfait. Est-ce que, à travers le petit remplacement, vous dénoncez pas un autre crime finalement, qui est un crime dans le crime? Vous me permettez cette expression, c'est le mensonge de l'établissement qui fait croire qu'en changeant de peuple, c'est une notion que je reprends de votre ouvrage, on va conserver la même culture, c'est-à-dire finalement la même identité. Et là, vous dites, c'est un mensonge qui est criminel. C'est absolument la grande illusion, et qui ne peut procéder que d'une idée extrêmement basse de l'humanité et de l'homme en général, une idée industrielle de l'homme. Alors là, on est tout à fait au cœur de ce que j'appelle le remplacisme global, ou la davocratie, le concept de gouvernement du monde par Davos. Le fait qu'en effet, par une folie sans nom, on pense qu'avec un autre peuple, on peut avoir la même culture, ce qui est tout à fait illusoire. Enfin, c'est traité, c'est ce que j'appelle la matière humaine indifférenciée, c'est-à-dire que l'homme est interchangeable à merci et évidemment commercialement échangeable. Pour reprendre des titres de votre ouvrage, des ouvrages qui sont dans ce petit remplacement, vous dites en gros, pour vous, que la grande déculturation à laquelle on assiste a entraîné un processus de décivilisation, ce sont toujours vos termes, et les Français ont été dépossédés de leur pays. Mais est-ce qu'on voit bien aujourd'hui quand même que le peuple rejeune dans la rue? Il y a eu les bonnets rouges, le manif pour tous, les gilets jaunes, les antipasses sanitaires, tout cela a été une forme de réaction. Et peut-être que demain, ça peut se confirmer dans les urnes, ou vous pensez que tout cela est superficiel, ce sont que des scories ou des... écoutez, si je n'avais aucune espérance... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Si je n'avais aucune espérance, je ne serais pas là, et je n'écrirais pas tous ces livres, je ne me battrais pas comme je fais. Non, il y a une espérance qui d'ailleurs est en train de prendre une forme plus concrète qu'elle ne l'a jamais fait dans les années récentes. Non, il y a certes une espérance, et nous nous battons, et nous nous battrons jusqu'au dernier souffle, mais la situation est évidemment très compromise, et les deux remplacements sont l'un et l'autre extrêmement avancés. Mais encore une fois, le petit remplacement est plus avancé que le grand. Alors, ma question est encore beaucoup plus simple. Est-ce que pour essayer d'empêcher, est-ce qu'il faut aller voter? C'est encore plus simple. Je ne sais pas pour qui pour l'instant, c'est encore que je vous poserai la question dans un instant, mais est-ce qu'il faut aller voter? Est-ce que c'est un acte qui permet d'éviter les choses, ou est-ce que ça n'a plus aucune importance? Il y a des gens qui pensent que voter ne sert plus à rien. Je n'arrive pas à me détacher de l'idée que voter peut quand même être très utile, et peut-être tout spécialement cette fois-ci. Cela dit, je ne me fais aucune illusion sur le caractère totalement manipulé du vote. L'industrie de l'hébétude fait que les gens votent un peu comme on leur dit de voter, comme l'information leur est présentée quotidiennement. Donc c'est un peu naïf de croire en le vote, puisqu'on voit bien à quel point il est évidemment téléguidé. Il n'y a pas d'égalité de l'information, bien entendu. Il y a une caste qui dit ce qu'on peut penser, ce qu'on ne peut pas penser, et surtout ce qu'on peut voir et ce qu'on peut ne pas voir. Mais il semble que dernièrement, ils aient un peu moins de succès sur ce dernier point, et que beaucoup de Français, peut-être d'Européens, commencent à accepter de voir ce qu'ils voient. Avant de poser la question « Pour qui doit-on voter ?», question qui va être celle de tous les invités pendant 6 mois, qui bien évidemment s'intéressent aux faits politiques, à la chose politique. J'ai 2 questions. Une question assez personnelle d'ailleurs, que je me suis posée en me disant, vous êtes un intellectuel, vous connaissez bien évidemment... Ah non, je ne suis pas un intellectuel. Vous êtes un intellectuel, vous êtes un homme de culture. Non, je suis un écrivain, c'est tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. Les intellectuels et les écrivains sont 2 mondes qui n'ont rien à voir. Vous avez de la culture, comme on disait dans le monde paysan, vous avez de la culture, vous savez qu'Enoch Powell, pour avoir dénoncé le
le grand remplacement a détruit sa vie et sa carrière. Vous savez que Jean Raspail, pour avoir dénoncé cette forme de grand remplacement, n'est pas devenu académicien français au moment où l'Académie française avait encore de l'intérêt et on pouvait y briller. Est-ce que vous avez évalué à un moment donné quel était le prix à payer? Vous avez été pris dans un maelstrom qui vous a amené à être aujourd'hui le chantre du grand remplacement. Alors, si vous permettez, je proteste contre cette appellation parce que... pas intellectuel, pas chantre. Non, alors, intellectuel, je proteste sur ce point. Et chantre du grand remplacement parce que ça prête vraiment un malentendu. Il faut qu'il soit bien entendu que le grand remplacement, je le hais. C'est contre lui que je me bats. Je ne suis pas le chantre du grand remplacement. Je suis celui qui parle de cette monstruosité, de ce crime contre l'humanité du XXIe siècle, qui est le grand remplacement. Le chantre de la théorie du grand remplacement. J'ai fait court parce qu'il fallait faire... médiatique. Mais même pas de la théorie, puisque, enfin, pardon, vous allez penser que je vous contredis sur tous les points. C'est pour ça. Le grand remplacement, hélas, n'est pas du tout une théorie, plutôt ciel qu'il fût une théorie. D'accord. Donc, je repose ma question différemment. Est-ce que vous avez évalué le prix qu'il allait falloir payer ou est-ce que ça vous est tombé dessus? Ça m'est un peu tombé dessus, oui. Et puis ça s'est révélé progressivement. Je ne m'en rendais absolument pas compte, mais... En effet, le prix, ce sont, on peut dire, des vies brisées. Enfin, peut-être pas des vies personnelles, mais des vies publiques, en tout cas des carrières totalement détruites, en effet. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous regrettez, alors? Je ne peux pas regretter parce que je n'avais pas le choix. Je voyais une évidence, quelque chose de gigantesque. Et j'ai toujours pensé que le rôle de l'écrivain, sinon celui de l'intellectuel, le rôle de l'écrivain était de se porter au point obscur d'une société, d'essayer de montrer, de dire ce qui ne devait surtout ne pas être dit. Or, ce qui ne doit surtout pas être dit aujourd'hui, c'est ce crime, le changement de peuple et de civilisation. Vous écrivez depuis 1 an, me dit-on, un grand essai, la suite du sens, et s'intitulera « La dépossession » ou le remplacisme global. Et alors, on me dit c'est la généalogie du geste fondamental de nos sociétés industrielles. Ça mérite encore, là aussi, une explication. Oui, alors en effet, c'est un ouvrage un peu ambitieux, peut-être trop ambitieux pour moi, mais c'est quelque chose, en effet, de gigantesque. Parce qu'autant le grand remplacement n'est pas une théorie, malheureusement, autant le remplacisme global en est une. Je crois que le geste le geste central et sans doute fondateur des sociétés modernes, qui sont les sociétés de la dépossession, c'est le fait de remplacer. Tout est remplacé. Nous vivons dans un monde où tout est remplacé. Les matériaux, par exemple, on vit dans le faux. Par exemple. Le marbre est remplacé par quelque chose d'autre, la pierre est remplacée par quelque chose d'autre. Tous les matériaux qui nous entourent sont des matériaux de remplacement. Et j'essaie de faire la généalogie de ça, et les deux figures un peu fondatrices, mais très néfastes, de cela sont évidemment Taylor, qui est le père du Taylorisme, et Henry Ford, qui est une figure extrêmement noire, et que je mets en effet à la fondation de ce que j'appelle le remplacisme global. C'est-à-dire, lui commence sous l'influence de Taylor, par remplacer les objets, par simplifier pour avoir un produit moins cher, la fameuse Ford T, là où il y avait 32 composantes, il n'y en a plus qu'une et ça coûte moins cher, et elle est en plus dans un matériau moins cher, mais néanmoins solide, ce qui fait qu'on peut en vendre des milliers. Et sa deuxième idée de génie est évidemment d'augmenter les salaires de ses ouvriers, ce qui fait que les producteurs deviennent consommateurs. Et la troisième idée de génie, enfin si l'on peut dire, d'un génie noir, c'est qu'évidemment, c'est l'homme lui-même qui devient le produit. Donc il est à la fois producteur, consommateur et produit interchangeable. Et c'est à mon avis, à l'origine du grand remplacement, qui, si gigantesque qu'il soit, n'est qu'une toute petite partie du remplacisme
globale, c'est-à-dire les sociétés liquéfiées, ce que Zygmunt Bauman appelle très justement la liquéfaction des sociétés, où toutes les structures s'effondrent, la famille, la culture, toutes les structures traditionnelles s'effondrent, ce qui permet d'avoir cet homme absolument interchangeable, qui est un produit comme un autre, et ce qui semble ouvrir la voie d'ailleurs à la fin de l'humanité, enfin un transhumanisme, ou sinon à la fin de l'humanité, post-humanité de l'homme absolument interchangeable. Ma dernière question revient très pragmatique, c'est ce sondage sur le grand remplacement. 61% des Français croient au grand remplacement, 92% chez les sympathisants RN, 72% les sympathisants LR, 52% les sympathisants La République En Marche, 44% PS et la France Insoumise. Tout le monde est d'accord avec vous. Une grande majorité est d'accord avec vous. Votre vote va se porter vers qui? Vers ceux qui ont vu le plus tôt les choses, ou ceux qui viennent de le découvrir? Après tout, maintenant, 52% des électeurs de La République En Marche sont d'accord avec vous. Il n'y a pas de raison de ne pas les soutenir. Oui, enfin, c'est ça, les industries de l'habitude et leur effet. Ils sont d'accord avec moi, mais ils votent, je ne sais pas, pour M. Bertrand ou pour M. Barnier ou pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire par la quintessence du remplacisme global, le représentant en France de la démocratie. Et donc, le vote ne correspond pas au sentiment. Oui, il commence à voir, mais le parti remplaciste est quand même encore très très fort. Et puis en plus maintenant il y a le parti remplaçant qui n'est pas négligeable. Donc voilà, moi je crois que les enjeux réels sont ceux-là, les remplacer. Et parmi eux, les remplacés récalcitrants, parmi lesquels je me range évidemment, les remplacistes qui sont un parti extrêmement fort, qui ont tout, qui ont l'argent, qui ont l'industrie, qui ont l'influence, qui ont les postes, qui ont la presse, et les remplaçants qui, jusqu'à présent, votent remplacisme, qui assez rapidement, à mon avis, vont voter remplaçant. Après tout, ils vont se dire qu'il n'y a pas de raison. Et dans tous ces Français qui voient clair, s'ils voient clair, vers qui vont-ils voter? Ah ben à mon avis, j'espère qu'ils vont voter pour Éric Zemmour. Moi, je suis un partisan frénétique. Aussi clairement que cela? Ah oui, tout à fait clairement, sans la moindre hésitation. Je crois d'ailleurs que c'est absolument... Est-ce que c'est lui rendre service que de dire cela? Ah ben alors si ça ne lui rend pas service, je retire ce que j'ai dit. Je ne voudrais lui nuire en aucune façon. Je ne voudrais absolument pas le desservir, mais... pour moi, c'est, on parlait très vulgairement, la dernière sortie avant l'autoroute, enfin, c'est l'autoroute de la fin. Non, je crois que après c'est fichu. C'est vraiment Zemmour est vraiment la dernière chance pour sauver de la France ce qui peut l'être encore. Les choses sont dites. Merci beaucoup, Renaud Camus. Je rappelle à nos téléspectateurs ce grand remplacement, qui est une version, qui est la 3e édition, que j'ai entre les mains, je crois, la 3e édition, avec toute une série de discours, d'interventions devant les tribunaux qui ont été rajoutés à la suite de l'ouvrage Le Grand Remplacement. Et puis ce petit remplacement qui est la somme donc, de 6 recueils ou essais et qui sont parus séparément. Ces 2 ouvrages sont en vente à la librairie de TV Liberté. Vous en avez pris l'habitude. Pour aller à la librairie de TV Liberté, il faut aller sur le site tvliberté.com et faire tout de suite votre commande. Merci à nouveau, Renaud Camus. Merci. Merci. Je pense qu'on est devant une situation qui est d'une complexité que moi je n'ai jamais vue de ma vie. On a un groupe terroriste qui, dans sa charte, a prévu l'éradication d'un État qui s'appelle Israël. C'est ça le but, l'objet social du groupe terroriste. En face, après avoir été victime d'un pogrom de ce groupe terroriste, on a un État, Israël, qui fait jouer le principe
admis par le droit des gens, depuis le plus haut Moyen-Âge, de la légitime défense. Mais pour moi, le plus difficile, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un État qui va peser tout son poids. C'est l'oncle Sam. C'est l'oncle Sam qui est revenu, en fait. L'oncle Sam qui va dire aux Israéliens, non, c'est pas 4 jours la pause. Tant qu'on n'a pas récupéré tous les otages, on poursuit la pause. Et puis, n'oublions pas que je souris, mais c'est terrible. Vous vous rendez compte qu'on est rendu au Qatar maintenant. Il n'y a pas que la Coupe du Monde au Qatar. Pour aller libérer les otages, c'est le Qatar qui mène la danse. Emmanuel Macron, ça rime avec coupeur de citron. C'est-à-dire? Ben, il est en train de planter le chêne de Saint-Louis, là, dans le Jura, aujourd'hui. Remarquez, c'est bien de planter des arbres. Moi, je l'ai fait dans mon département tous les ans à la Sainte-Catherine, avec les enfants des écoles. Mais il y a quelque chose de surréaliste. On a l'épée dans les reins, on a l'épée des banlieues dans les reins. Et tout ce que fait Emmanuel Macron et tout ce que fait le gouvernement, son absence totale à Crépol, totale, c'est pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a peur. On a le gouvernement de la peur, comme jamais on a eu le gouvernement de la peur, la peur de Naël à l'endroit, Naël à l'envers. Tout simplement, j'y reviens, parce que on a installé chez nous une contre-société qui menace à tout moment, c'est la jurisprudence des émeutes de juin, qui a énormément marqué le gouvernement, qui menace à tout moment de descendre dans la rue. Voilà. Donc, quand vous avez une rue qui s'appelle, que les gouvernants eux-mêmes appellent la rue arabe, et que vous avez un conflit à l'autre bout du monde qui met en jeu ce qui est dans le tréfonds de la culture de cette contre-société, face à notre société, ben vous avez les mains liées, vous ne pouvez plus rien faire. D'un côté, Israël a sa culture de la vie à tout prix qu'on sauve. Une vie d'Israélien, on la sauve. On va chercher le gars dans les barbelés, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un principe d'Israël. Et de l'autre côté, on a le Hamas qui, en fait, est une bande de professionnels de la communication géostratégique. Parce qu'on parle de la rue arabe en France, mais la rue arabe, elle est partout. Et donc, en fait, vous avez les gens qui sont au balcon, partout, et qui regardent ce qui se passe. Et qui disent « chapeau le Hamas ». Parce que là, le système du compte-gouttes, c'est le Hamas qui distribue les gouttes à son rythme. Et je reviens sur l'affaire des 4 jours, parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'il est possible que les États-Unis eux-mêmes, sous la pression de la communauté internationale, disent à Israël, bon... on n'a pas eu les 50 otages, donc on continue. Donc on continue la pause, bon, jusqu'au moment où il sera plus possible de reprendre la guerre, quoi. Ce sont des islamistes, terroristes. Pour eux, la vie n'a pas la même valeur que pour nous. Il y a une vraie différence de civilisation. Pour eux, la guerre est au-dessus de tout. Ça s'appelle le djihad. Le djihad, c'est la conquête du monde, la conquête islamique. Et tant que le monde ne sera pas soumis à l'islam, islam ça veut dire soumis, eh bien, on a le droit de tuer, on a même parfois le devoir de tuer. Les grandes douleurs sont muettes. Et je pense que dans les premiers instants, je ne leur dirai rien. Parce que les mots, si chargés d'affection fussent-ils, dans une circonstance aussi tragique, ne sont pas à la bonne altitude. Regardez,
autour de vous. Il y a tout un pays qui est là, dans la détresse, dans le désarroi, dans la colère. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ce sont vos larmes. Et ce sont les larmes d'un peuple entier qui entre en résistance. D'un grand poète qui a perdu sa fille qui avait 16 ans, comme le jeune joueur de rugby, Thomas, et qui s'appelait Léopoldine. Quand il a appris la mort de sa fille, il a hurlé « Je fus comme un fou dans le premier moment ». Puis ensuite, il est allé au cimetière à Villequier, comme les parents de Thomas iront au cimetière de Crépol un peu plus tard, pour se recueillir. Et il dit ceci, le grand poète terrassé par la douleur. « Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire. Je vous porte apaisés les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. » On a peur. On ne peut pas ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que ces images, elles viennent après le 7 octobre. Elles viennent après les émeutes de juin. Et elles viennent après l'assassinat des professeurs, Paty puis Dominique Bernard. Ça s'accélère. Et je dis oui et non parce que quand on voit la foule, qui n'est pas une foule, qui est un peuple, je dirais même plus qu'un peuple, une civilisation en marche, en résistance, on se dit la France est grande. Il y a une dignité, une élégance de l'âme qui affleure. Ils sont magnifiques. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Et je me dis, cette France-là, elle va bouger. Que les acteurs seraient châtiés. Ces gens-là, des sauvages, doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. Néanmoins, et en tout état de cause, ça ne me rendra jamais mon Thomas. Non, mamie, notre Thomas. C'est très compliqué de rebondir sur ces images et sur ces mots, mais vous avez dit juste avant qu'on les écoute, Philippe, que cet événement, ce drame à Crépol était une bascule. Et moi, j'aimerais vous demander, des attaques au couteau, il y en a tous les jours. Des gens qui meurent assassinés avec un couteau, il y en a fréquemment, trop fréquemment. Et pourtant, cette fois-ci, on sent tous, confusément, que c'est différent d'habitude. Et j'aimerais vous demander pourquoi. Parce que il faut qualifier ce qui s'est passé pour vous répondre. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, que seuls les spécialistes suboderaient ou connaissaient. Je vais reprendre les mots du procureur, le fameux procureur qui, pour l'instant, a calfeutré les noms des auteurs. C'est la première fois dans l'histoire. J'ai jamais vu ça. Je me souviens quand j'étais sous-préfet qu'il m'arrivait de dire au patron de la police ou de la gendarmerie, bon, vous ne donnez pas les noms. Donc on connaît. S'il n'y avait pas de gêne à donner les noms, on les donnerait les noms. Bon. Je reviens à mon sujet. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une expédition programmée, je cite le procureur, expédition programmée depuis une cité à Romans jusqu'à un village à Crépol
Pour quel mobile planter du blanc? Dauphiné libéré. Si ce mobile n'était pas le vrai, il y a longtemps qu'il aurait été démenti. Il n'y a plus de coupable. C'est la culture de l'excuse. La preuve, c'est que le présumé coupable du coup de couteau, on apprend qu'il a déjà été condamné. Et il a été condamné à quoi? À ne pas avoir de couteau, de longs couteaux. Bon, mais en fait, tous ces gens-là, tous ces sauvages, pour reprendre l'expression du grand-père, tous ces barbares, vous savez ce qu'ils disent? On s'en fout de la justice, on s'en fout de votre État, on s'en fout de vos hommes politiques, on s'en fout de votre police. On n'a peur de rien, parce que de toute façon, on ressortira aussi vite qu'on sera rentré si on est condamné. Ils ont fait l'expérience. Et donc, en réalité, ce qu'on vit là, c'est les 4 faillites. La faillite de l'État, qui n'a plus d'autorité. La faillite de l'école, qui ne lutte plus contre l'ensauvagement, parce qu'elle n'a plus rien à dire, l'école, elle n'a plus rien à transmettre. Si vous ne transmettez pas la France, vous transmettez quoi? Si vous ne transmettez pas notre langue et notre art de vivre, parce que vous avez peur de la réaction de la classe, si vous ne pouvez plus emmener les gens à la piscine, parce que si vous ne pouvez plus les emmener à la cantine, parce qu'il y a le halal, vous ne faites plus rien. Et la 3e faillite, c'est la justice. La justice qui considère que, en fait, ce sont des victimes. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent déjà comme ça. Ce sont des victimes de la société. Donc, il y a un retournement de la justice. Syndicat de la magistrature. Et enfin, la faillite des élites. Et là, je pèse mes mots, mais je vais dire quelque chose de grave. La faillite des élites qui ont cru, et j'en ai été le témoin, qui ont cru pouvoir expérimenter une nouvelle manière de faire la France en la défaisant. C'est-à-dire, ils ont cru qu'ils pourraient changer la France avec un nouveau peuplement et changer de France. Je pense qu'entre l'impératrice von der Leyen et le gouverneur de la province de France, Emmanuel Macron, qui est son obligé, il y a au moins un point commun que les Hollandais viennent de découvrir, et les Irlandais aussi, et les Italiens aussi. Le point commun, c'est qu'ils sont migrationnistes. Et qu'est-ce qu'on voit à Crépol? On voit les résultats de ce que Emmanuel Macron appelle de ses voeux la société multiculturelle. La société multiculturelle, je l'ai déjà dit, je le répète, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais c'est quelque chose que je pense profondément. La société multiculturelle conduit à la société multidéculturée, sauvage. Réécoutons ce qu'il disait en 2005. Ce qui est intéressant également, c'est le climat politique, mais également médiatique. Tout ce que vous allez dire est finalement pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, on en voit peut-être, je dis bien peut-être, les conséquences. C'est le 10e anniversaire du traité de Schengen. Par application de ce traité, la France a donc supprimé ses contrôles fixes avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et pourtant, j'étais à Modane hier avec mon collègue italien, où nous avons multiplié les patrouilles communes, les contrôles communs. C'est pour vous dire que nous continuons à travailler et à contrôler nos frontières. Les contrôles mobiles, puisque les contrôles fixes, de toute façon... Contrôle mobile, contrôle sur les autoroutes, contrôle dans les trains... Les contrôles Vous avez apporté tous les dictionnaires ce soir. C'est la Constitution. Il n'y a plus de frontières. Il y a un dictionnaire par nom. Non à l'Europe, non à la Turquie... Non au référendum. Oui, c'est à une une Europe politique qui nous protège. Quelle constatation on peut faire aujourd'hui? Moi, j'en fais 3. Oh là là. Après 10 ans de S'il vous plaît, non, c'est 3 phrases. On va être obligé d'arrêter là. Hein. C'est 3 phrases. D'abord, une hausse fulgurante de l'immigration.
300 000 entrées, ce ne sont pas mes statistiques, ce sont celles de l'Observatoire de la statistique de l'immigration. 300 000 entrées en 2003. Deuxièmement, les frontières abolies à l'extérieur ont été reconstituées à l'intérieur, avec les cités ghettos, les cités interdites, qui n'obéissent plus à l'état de droit, mais qui obéissent à la loi des bandes violentes. Et il y a quand même 20 000 véhicules brûlés chaque année. Non, la délinquance des bandes en France a diminué de 20% en 2004. Écoutez, je ne peux pas vous laisser caricaturer. C'est vrai que dans les journaux, on voit il y a 20 000 véhicules brûlés, c'est un petit peu moins, etc. Bon, il y a une diminution sérieuse de l'action des bandes dans notre pays. N'utilisons pas des épouvantails pour faire peur, Philippe de Villiers. Les Français sont assez grands pour juger. Il y avait 130 cités interdites il y a 10 ans, il y en a 630 aujourd'hui. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et donc, alors, je voudrais vous poser une question. Justement, je vous ai apporté oui, s'il vous plaît, parce que là... C'est le livre vert de la Commission de Bruxelles, hein, et qui dit qu'il n'y a pas assez d'immigration économique, et qui demande, je cite, des flux d'immigration plus soutenus pourraient être de plus en plus nécessaires pour couvrir les besoins du marché européen du travail. Dans un pays qui a 2 500 000 chômeurs et qui reçoit 300 000 migrants chaque année, est-ce que vous jugez ce livre vert raisonnable? Moi, j'ai répondu tout à l'heure. Je considère qu'avec 500 000 emplois vacants en France et 2 500 000 chômeurs, la priorité, c'est de répondre aux demandes d'emploi de ceux qui vivent sur notre territoire. Voilà un point d'accord entre vous et moi. Je voulais vraiment vous montrer cette séquence parce que ça dit tout de ce qui peut se passer aujourd'hui. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils font ça? Moi, maintenant, je suis arrivé à une réponse. Ils ont la haine de l'ancienne France. La France de notre enfance. La France d'avant, comme dirait Pascal Praud. Ils ont la haine de la France d'avant. De la France tranquille, de la France de nos traditions, de nos coutumes, de notre patrimoine, de ce qui nous rendait heureux, de ce qui a fait la grandeur de la France. Et donc, à vouloir fabriquer, avec l'immigration, un nouveau peuplement, ils sont en train de détruire pied à pied ce qu'a été la France. Qu'est-ce qu'aura fait Macron? Premièrement, il défait l'État, supprime le corps préfectoral, le corps diplomatique. Deuxièmement, il défait la nation avec sa souveraineté européenne. C'est-à-dire qu'en fait, il abdique la souveraineté nationale. Et troisièmement, avec l'avortement constitutionnel et la loi sur l'euthanasie, il trouble le principe de la filiation avec la PMA. Et avec l'avortement constitutionnel et l'euthanasie, il raccourcit la vie au début et il raccourcit la vie à la fin. C'est-à-dire qu'il est interdit pendant cette période de se poser les bonnes questions, ou même les mauvaises, mais on n'a pas le droit de se poser des questions. Et j'ai récolté quelques témoignages, du moins, des membres du gouvernement cette semaine. Ils vont dire tous peu ou prou la même chose. On pense évidemment tous à sa famille, et je ne doute pas que dans quelques instants, certains tenteront d'exploiter de façon politicienne ce drame absolu. Évitez, madame, de rajouter de l'indignité à un drame qui touche toute la nation. Exploiter, avant d'avoir les réponses aux questions qui sont posées, les choses de manière à essayer d'instrumentaliser un procès politique, c'est anormal. Je suis convaincu que ce moment appelle à la retenue et à la décence. Utiliser ce drame pour jouer sur les peurs, c'est manquer de dignité et de respect pour les victimes. Vous avez fait depuis le début de l'émission de la récupération politique, Philippe de Villiers? Vous vous souvenez de Naël? Oui, très bien. Minute de silence. À l'Assemblée nationale. Et la phrase partie très vite de Emmanuel Macron. Non, c'était Mbappé est parti trop vite. Et lui, il a dit... Non. Emmanuel Macron a dit c'est inexcusable. Oui. Ah, parti très vite, pardon. Je n'avais pas compris. Voilà. Et Mbappé, c'est le petit ange. Parti trop vite. Là, pour Thomas, il n'y a pas de petit ange. Il n'y a pas de faute inexcusable. C'est pas le même tarif. Voilà. Parce qu'il y a tous ces maires, il y a tout ça, ils ont 10% de leurs électeurs. Ouais, c'est très intéressant à observer, en fait. Ils sont tous complètement ligotés, Gulliver empêtrés. Et puis, d'un autre côté, maintenant, ils ont peur d'autre chose.
Ils ont peur que ça bouge dans l'autre sens. Parce que là, à Crépol, bon, il y a eu... c'est la tradition de la marche blanche. On envoie des ballons. Bon, c'est une catharsis comme une autre. Un côté nounours. Bon, j'ai rien contre, parce qu'il y a eu une messe d'enterrement, il y a eu une veillée, etc. Mais si on croit qu'on va arrêter ces sauvages avec des ballons qui pètent, ou avec des bougies, ou avec ce fameux slogan « Tu n'auras pas ma haine », comme après le Bataclan, ou avec des fleurs, non, voilà. Une erreur politique majeure qui va compter, parce que, en fait, ce qui me frappe, c'est que tous les Français que je rencontre, et j'en rencontre beaucoup en ce moment, ils sont exaspérés. Avant, on comptait les Français qui étaient conscients et lucides. La lucidité, c'est cette blessure la plus proche du soleil, disait René Char. On les comptait ensemble. Il y en avait 10%. C'était les derniers Mohicans. Oui. On leur demandait de se balader avec une plume pour qu'ils soient reconnaissables. Maintenant, c'est 80%. 80% des Français sont conscients du fait que notre classe politique les entraîne à l'abîme. Et il va se passer en France bientôt ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Eh bien, écoutez, merci. Un chambardement bénéfique pour le pays. La France va retrouver la France. Father, 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 help